le rapport Draghi. Ça fait 1 an quasiment, jour pour jour, que Mario Draghi a remis à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, son grand rapport. On peut parler d'Enrico Letta aussi d'ailleurs. C'est 2 rapports très importants, existentiels pour l'Europe. Soit on se réforme, soit on sort de la carte mondiale de l'économie. C'était le 9 septembre 2024, très précisément. Et depuis... Pas grand-chose. Pas grand-chose. Jean-Marc Vittori, qu'est-ce qui s'est passé depuis la remise de ce rapport ? Pas grand-chose, effectivement. On aurait pu imaginer une dynamique qui s'enclenche l'an dernier, avec d'abord effectivement le rapport d'Enrico Letta, puis celui de Mario Draghi, puis l'arrivée d'une nouvelle administration aux États-Unis qui changeait, qui rebattait beaucoup les cartes et qui donc aurait pu être l'occasion non seulement d'une prise de conscience, mais aussi d'un début de retournement de l'action politique au niveau européen. Et force est de constater qu'il n'y a pas grand-chose. Alors, il y a des petites choses qui se font dans des coins qui ne sont pas totalement négligeables. Moi, je pense aux lois omnibus mensuelles qui passent devant le Parlement européen. Omnibus ou minibus, parce qu'on se demande ce qu'il en sort un peu pour l'instant. Ça permet de traiter toute une série de petits problèmes ponctuels de peut-être pas spectaculaire, mais on simplifie quand même. Donc, ça n'est pas totalement négligeable, mais c'est même pas grand-chose par rapport à ce qu'il faut faire. Et donc aujourd'hui, c'est extrêmement décevant. Mario Draghi a prononcé il y a une dizaine de jours un discours à Rimini, où il reprenait ses conclusions. Et quand vous alliez au bout de son raisonnement, c'était même assez sinistre. L'Europe a perdu l'illusion qu'un simple marché de 450 millions de consommateurs suffirait à sa puissance mondiale, a-t-il dit lors de ce discours notamment. Dany Lang, je suis d'accord avec ce que dit Jean-Marc Vittori. Il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce rapport Draghi. Simplement, je ne suis pas très surpris que pas grand-chose n'ait été fait, parce que l'architecture institutionnelle européenne aujourd'hui fait que le Parlement européen, même s'il a pris des pouvoirs depuis le traité de Lisbonne, depuis 2009, a toujours un budget qui est absolument ridicule pour une fédération. Il est plafonné à 1,24%. C'est une question de moyens du Parlement européen, ce que vous nous dites là, pour être bien comprendre. C'est aussi une question... Le manque d'avancée. C'est pas qu'une question de moyens, c'est une question d'architecture politique. On a une architecture politique qui s'est construite parce que, grosso modo, les États ont renoncé à des pans de souveraineté, mais ils ont voulu conserver leur souveraineté. Et c'est aussi la volonté des citoyens, on l'a vu dans les référendums en Irlande, en France, etc. Donc on est dans un entre-deux, entre les États-nations et puis cette puissance européenne, où on a une construction européenne, où le Parlement européen a quelques pouvoirs, mais finalement assez marginaux, où on n'a pas l'équivalent d'un véritable gouvernement européen. Très peu de citoyens connaissent la ministre des Affaires étrangères ou le ministre des Affaires étrangères européen ou le président européen. On a déjà du mal à connaître nos ministres nationaux donc, au niveau européen. Oui, mais chez nous, ça tourne beaucoup, mais c'est un autre problème. Bon, on n'a pas de pouvoir politique européen. Et pour avoir un pouvoir politique européen, il faudrait que les nations y consentent. Or, avec les dégâts, la désindustrialisation, etc., il y a plutôt une tendance au repli. Donc, on se retrouve dans une architecture qui est assez déséquilibrée et qui fait qu'on ne peut pas prendre de décisions fortes. Et d'ailleurs, que quand on a la possibilité de prendre des décisions fortes qui impliquent de la puissance, on baisse la garde et on s'agenouille. On l'a vu avec Mme von der Leyen face à M. Trump. Dans l'accord commercial, effectivement. Il y avait de grandes annonces quand même en début d'année du côté de la Commission européenne. Mais elle a de grandes ambitions. Vous aviez raison de dire que Trump, c'était l'occasion pour la Commission de dire maintenant, avec le Parlement, on va taper du poing sur la table, faire quelque chose et surtout remettre en œuvre la réindustrialisation, et rien n'a été fait. C'est ce qu'on disait en début d'année. Une étude a été publiée à Bruxelles la semaine dernière. 11,2% du rapport Draghi a été mis en place seulement. Alors 20% est en cours d'application, on l'attend. Ça a avancé notamment sur les matières premières et les matériaux critiques, qui sont les dossiers, les chantiers qui ont avancé le plus vite, mais Christian Saint-Étienne, comment ça se fait que ce soit dans le rapport Draghi, c'est ce qui n'y figure pas, c'est-à-dire ce que Draghi pense. Il y a pourtant beaucoup de choses. Ce que Draghi pense réellement, c'est le chapitre sur les institutions. Il en a parlé à Rimini. Les institutions sont totalement bloquées par construction. Il faut revenir en 1956.
On négocie le traité de Rome dans l'hiver 56-57. Oui. Il est négocié par 6 hommes, 5 ont plus de 60 ans, 1 à 45 ans. Il est cornaqué par un diplomate, c'est le français, il est cornaqué par un diplomate français qui a plus de 60 ans. Vous avez ces hommes qui sont autour de la table en 56. Leur vie a été marquée par 2 guerres mondiales. Qu'est-ce qui se passe ? Ils vont négocier un traité, notamment l'Allemagne pèse déjà très lourd à ce moment-là, et la structure, la colonne vertébrale du traité, c'est plus jamais de puissance européenne, pour qu'il n'y ait plus jamais de guerre, et on a institué le principe de concurrence comme le principe de construction. Je développe ça dans 2 chapitres du livre que vous avez cité, Trump et nous. Donc, sur ce sujet, qu'est-ce qui s'est passé ? À partir du moment où le vrai pouvoir de la Commission européenne est basé sur 2 articles du traité, c'est 2 articles sur le droit de la concurrence, qui permet à la Commission de s'intéresser au secteur économique. Elle dit on a autorisé 95% des demandes de construction de grands groupes européens, mais c'est séjourné le vice-président de la nouvelle Commission qui a reconnu lui-même, d'ailleurs, je crois que c'était encore dans les Échos, que nous avons 180 groupes de télécommunications sur 450 millions d'habitants. Aux États-Unis, en Chine, il y en a 3-4. Ça veut dire qu'ils n'ont pas les moyens d'investir dans la technologie et de se développer. Donc, juste pour... Ce que vous nous dites, c'est qu'on a manqué de politique industrielle non, mais il n'y en aura pas. Donc, je développe juste en une seconde. À partir de ce principe de concurrence, les institutions européennes se sont développées en une bureaucratie au sens de la théorie économique. J'attaque pas les personnes. Ça s'est développé en une bureaucratie. La bureaucratie, la théorie de la bureaucratie a donné 3 prix Nobel d'économie. Donc la bureaucratie, c'est un fonctionnement très particulier à base de règles et d'application de règles par un système juridique. Quand tout va bien et qu'on est dans un monde politique et stratégique mondial calme, ça peut fonctionner. Mais quand vous avez un Trump qui prend des décisions d'un runner, un Poutine qui prend des décisions d'un runner, quand au niveau européen, il faut 3 ans pour prendre une décision, vous ne pourrez jamais rattraper. Et par ailleurs, comme on a interdit la notion même de politique de puissance, on ne pourra pas à l'intérieur des institutions actuelles le faire. C'est pour ça que je propose des mesures radicales d'évolution des institutions. Parce que je suis pro-européen, j'y reviendrai tout à l'heure si vous voulez, mais Jean-Marc... C'est ce que dit Mario Draghi, c'est que les institutions européennes ne sont plus adaptées à la violence du monde qui arrive. Oui, je crois que le problème est génétique et philosophique, c'est exactement dans la continuité de ce que dit Christian. L'Europe, pour les raisons qu'a bien expliqué Christian, n'a jamais été pensée comme une puissance. Voilà. Et depuis sa création... Elle était même pensée comme une non-puissance. Est-ce qu'elle n'est pas en train de se réveiller, cette puissance, avec non, parce que le REARM-EU, le programme ensemble début d'année, 800 milliards d'euros. On voit bien que depuis près de 70 ans que cette construction est en route, elle ne s'est jamais elle-même pensée comme puissance. Elle s'interdit de se penser. Est-ce qu'on n'a pas un réveil ? Hier, il y avait à Paris le sommet de la coalition pour l'Ukraine. Est-ce qu'il n'y a pas un réveil européen en ce moment sous les coups de boutoir de la Russie ? Un herbivore ne se transforme pas en carnivore parce qu'il constate qu'il y a des carnivores. Est-ce qu'on devient omnivore ? C'est déjà une étape Et on voit bien que le nom de cette coalition montre bien les limites. C'est la coalition des volontaires. Donc ça n'est absolument pas une volonté européenne. Il vient qui il veut, c'est la définition de volontaire. Et donc là, on a, dans un monde où on repense à nouveau fortement en termes de puissance, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Russie, c'est vrai aussi en Chine, refuser de se penser en puissance, ça devient quelque chose qui est absolument dramatique et on y est. Danny Lang. Et mortel à terme. Oui, je suis d'accord avec vous sur la puissance. Après, sur le traité de Rome en 1957, on aurait pu prendre d'autres voies à l'époque. Il y avait la communauté européenne du charbon et de l'acier qui relevait de la politique industrielle. Il y a eu la PAC qui était une volonté française, qui était une politique très volontariste d'encadrement des prix agricoles. On aurait pu prendre une autre voie. Mais il n'y a pas que ce que vous avez dit. Il y a aussi l'idée que comme on refuse de céder des souverainetés, on va faire un grand marché parce que ça n'implique pas
dans l'esprit des fondateurs, ce qui est faux d'ailleurs, mais dans l'esprit des fondateurs, ça n'impliquait pas Et cette tension existe depuis le début de la création de l'Union européenne. Or, aujourd'hui, soit on renonce à des souverainetés, on a une puissance européenne, soit on a le repli national, mais cet entre-deux nous mène dans cette situation qui est extrêmement problématique et à mon avis, ça impliquerait l'organisation de référendums. Comme disait Jean Monnet, l'Europe sera la somme des solutions, des problèmes qu'elle rencontrera au cours de la construction. Effectivement, si on ne se pense pas comme puissance, si on ne renonce pas à la primauté de la politique de la concurrence sur la politique industrielle, on est mort. Les solutions de Christian Saint-Étienne pour relancer l'Europe. Pour ne pas se tirer des balles dans la tête, comment évoluer? Alors, il y a la solution Brexit, donc ça ne marche pas. Enfin, c'est pas un échec non plus, mais ça ne fonctionne pas. En termes économiques, c'est pas un échec. Donc, néanmoins, il faut toujours rappeler que c'est la France qui a fait l'Europe. C'est très important. C'est la France qui, en 1950, fait l'Europe. Alors, on peut se dire, c'est négligeable, c'est de l'histoire. Faux. Non, il faut rappeler l'histoire contemporaine. Toujours. Pourquoi ? Parce que 5 ans après les horreurs nazies, la France trouve la capacité morale, intellectuelle et philosophique de tendre la main à son ennemi. Alors on pourrait dire, OK, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Regardez France-Algérie. 60 ans après, les Algériens ne sont pas capables de faire ce que les Français ont fait vis-à-vis des Allemands. Donc ce que la France a fait, c'était absolument exceptionnel. La France, de ce fait, exerce un leadership politique en Europe jusqu'en 2000. Les Allemands, certes, moulinent nos propositions. Généralement, ça les rend opérationnels. On parle d'un couple franco-allemand qui n'existe d'ailleurs pas en Allemagne, mais qui en fait... Il parle du moteur franco-allemand. Voilà, mais qui en fait fonctionne comment ? Sur des idées françaises moulinées par les Allemands. Et quand ça fonctionne, il n'y a pas de raison. Et freiné par les déficits français souvent. Et quand ça fonctionne, il n'y a pas de raison que les autres disent non. C'est comme ça que ça a marché. Ce qui se passe, c'est qu'à la dernière fois que la France exerce un leadership, c'est en 2008, en septembre-octobre 2008, avec la crise financière. Merkel ne comprend pas du tout ce qui se passe. Sarko, malgré tous ses défauts, il comprend immédiatement. Il provoque un Conseil européen le premier dimanche d'octobre 2008. Merkel arrive en disant il y a pas de problème. Elle retourne en Allemagne le lundi. La première grande banque qui chute est allemande. Et Sarko reconvoque un Conseil européen. Je crois que la France est présidente de l'Europe. Oui, absolument. Du Conseil, présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Voilà. Et donc, il fait venir Gordon Brown de Londres pour expliquer à Merkel la profondeur de la crise. Mais c'est le dernier moment où la France a une grande influence sur l'Europe. Pourquoi ? Parce qu'à partir de cette période, la désindustrialisation nous dévitalise de l'intérieur. Nous sommes le pays, parmi tous les grands pays européens... Elle avait commencé 10 ans auparavant. Oui, mais c'est une accélération de la désindustrialisation qui commence à produire des déficits extérieurs qui casse la croissance. Les déficits extérieurs ont coûté un demi-point de croissance par an depuis 15 à 20 ans. Donc, dans ce contexte, et je termine, le leadership est passé à l'Allemagne. Alors, la France a plein de défauts. Mais quand on était en position d'influence, je ne dis pas que c'est nous qui dirigeons, je dis quand on était en position d'influence, la France menait une politique européenne en Europe. Quand le basculement de l'influence supérieure est passé de la France à l'Allemagne, ça aurait pu être juste un changement de pays. Ça a été un changement de nature, parce que les Allemands mènent une politique allemande en Europe. Donc on a eu un passage de France à Allemagne et un passage de politique européenne à politique allemande, ultra-mercantiliste. C'est pour cela que les Allemands bloquent toutes les mesures sur la Chine, parce qu'ils veulent continuer de vendre leur camelote en Chine. Donc on est en train de crever. Même les Allemands d'ailleurs n'arrivent plus à vendre. C'est fini. Et donc il y a un moment, et donc le basculement, je termine par là, le basculement il se fera lorsque les Allemands eux-mêmes s'en seront pris tellement plein la gueule qu'ils se tourneront vers la possibilité de pousser l'Europe allemands, donc c'est peut-être difficile. Dernière question très rapide simplement pour Mario Draghi, l'urgence, il y avait une mesure à retenir pour lui, c'était la création d'un 28e régime juridique pour les PME, alors ça peut paraître assez technique, mais c'est un statut juridique pour l'ensemble de l'Union européenne. Jean-Marc Vittori, vous, une mesure d'urgence à poser aujourd'hui pour le développement européen économique, c'est quoi ? Question piège. Oui, non, mais façon de rééquilibrage,
Parce que ce qu'on entend là, c'est que le grand problème, ce serait la politique de la concurrence. Non, mais c'est rééquilibrage politique de la concurrence, politique industrielle. Oui. C'est donc évident. créer des grands groupes. Dany Lang. Là, on est d'accord. Alors, juste pour compléter ce que vous disiez très rapidement. Rapidement, oui. Là, les Allemands qui exportent, c'est fini. Et c'est pas pour rien que M. Merz, qui est un fou furieux des freins budgétaires, a dit maintenant on arrête, parce qu'il a compris qu'il fallait stimuler la demande interne, parce que c'est fini les excédents commerciaux. Vous les enterrez un peu vite, les excédents commerciaux. Avec les autres pays européens, et puis après 2008, après la Chine. Par contre, là où je suis un peu en désaccord avec vous, je pense que ça date d'avant 2008, qu'effectivement en 2008, Sarkozy avait compris, et notamment il avait dit qu'il faut arrêter de demander, d'interdire à la Banque centrale d'acheter de la dette sur le marché primaire, si vous vous souvenez bien. On aurait traîné cette crise beaucoup moins longtemps, on n'aurait pas eu 2009-2010 avec ces envolées de taux d'intérêt. Il avait compris, mais il n'a pas réussi à l'imposer. Oui, bien sûr, Merkel a bloqué. Un mot, Christian, et puis on passe à la Fed. Un mot, au risque de vous choquer, je suis contre le 28e... et pourquoi donc statut vous me des surprenez. entreprises. Choquez peut-être pas, mais vous me surprenez, Raphaël, je suis là pour ça. Pourquoi ? Parce que je ne suis pour que s'il y a un taux unique de fiscalité. Ouais. Ce qui est insupportable, je me bats depuis 30 ans sur ce sujet à coups de livres et de chroniques dans les journaux. L'Union européenne est un mensonge monstrueux. La concurrence fiscale et sociale la plus violente dans le monde a lieu à l'intérieur de l'Union. On n'est pas en concurrence fiscale et sociale avec la Chine. On a longtemps essayé de mettre un liesse commun entre la France et l'Allemagne. On l'est avec ce que j'appelle les 5 renégats, qui sont l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, Chypre et Malte. Et c'est pour cela que si je devais faire une réforme, c'est ce que je propose dans le livre, abolir l'unanimité dans la prise de décision. Je propose de passer à majorité qualifiée. À 3 niveaux de majorité qualifiée, les décisions simples prises par 65% des pays représentant 65% de la population. Quant au sens de De Gaulle, il y a un enjeu majeur pour un pays, double majorité, 75% des pays. 75% de la population, et remplacer l'unanimité par la triple majorité, 85% des pays, 85% de la population, de telle sorte que, oui au 28e, mais à ce moment-là, il faut un régime fiscal et social unifié, sinon on est mort. Toutes les belles entreprises françaises vont se casser sinon.